Bonjour à tous, je suis Alexia Audebert, je travaille au STLO et à l'Institut physique à Rennes. Moi je vais vous parler de mousse de protéines laitières à travers une approche multi-échelle et un petit peu originale, on va dire. Tout d'abord, je vais commencer avec le contexte. Je vais vous parler des mousses, qu'est-ce que c'est, quels sont les enjeux derrière et quelles sont les questions qui sont toujours d'actualité et comment ma thèse vise à répondre à ces questions. Je vous parlais, moi, de mousse aqueuse de protéines. Du coup, par définition, dans le cas général, une mousse, c'est une dispersion de bulles de gaz au sein d'une phase continue. Et cette phase continue, dans le cadre de mon étude, elle va être liquide et aqueuse. Il faut garder à l'esprit qu'il existe une multitude de différentes mousses et ça va dépendre de sa structure. Ça va dépendre de la taille des bulles, ça va dépendre par exemple de la fraction liquide de la mousse ou encore de la tension interfaciale. La tension interfaciale, c'est l'énergie qu'il est nécessaire d'apporter à la mousse pour générer des interfaces OR qui sont très coûteuses en énergie. Et la tension interfaciale, c'est également ce qui est à l'origine de la courbure des interfaces comme indiqué sur ce schéma. Les mousses, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pour leurs propriétés mécaniques. Là, par exemple, sur le dessin, c'est pour des applications alimentaires, par exemple, la particularité d'une mousse, c'est qu'en fonction de sa déformation, de la déformation qu'on applique à la mousse, elle va avoir un comportement solide, plastique, ou elle va couler comme un liquide. La science qui étudie ces comportements, c'est la rhéologie. Et nous, dans le cadre de ma thèse, on a étudié la rhéologie des mousses. On a fait une mesure, le G', qui correspond au module élastique des mousses. Et en fait, il s'avère que ce module, il va être extrêmement dépendant de la structure de la mousse. Sauf que le problème, c'est que les mousses, ce sont des systèmes instables dans le temps. Et du coup, la structure va évoluer également dans le temps. La mousse se déstabilise par différents mécanismes. Et là, dans le cadre de cette présentation, je vais insister surtout sur le mûrissement. Le mûrissement est un mécanisme d'instabilité qui vise à augmenter la taille moyenne de bulles au sein du système mousse. Pourquoi? Il y a au sein de la mousse des petites bulles ou des grosses bulles. Et les petites bulles, du fait d'une différence de pression interne, vont avoir tendance à se déverser dans les grosses bulles. Et du coup, ça va viser à une augmentation de la moyenne de la taille des bulles. Du coup, stabiliser les mousses, ça constitue un réel enjeu. Pour cela, on peut utiliser différents agents, différents tensioactifs. On va avoir des petits surfactants, représentés ici, ou des macromolécules, comme les protéines. Là, il faut garder à l'esprit qu'une mousse, on peut l'étudier à différentes échelles. On a à l'échelle de quelques bulles, là plusieurs bulles, et en fait, deux bulles qui sont voisines vont être séparées par un film liquide. Et ce film liquide, il est constitué de deux interfaces OR. Et là, en l'occurrence, dans ce dessin, c'est un dessin où on a des petits surfactants qui sont représentés à l'interface, mais on peut également imaginer des protéines qui vont se mettre à l'interface et qui en fait vont permettre de stabiliser les mousses. On peut stabiliser les mousses avec des tensioactifs par divers moyens. Les tensioactifs, en se mettant à l'interface, ils vont abaisser la tension interfaciale et favoriser la stabilité de la mousse, ou ils peuvent agir sur la rhéologie interfaciale, ou encore ils peuvent exercer une répulsion électrostatique ou stérique entre ces deux interfaces O et R, ou encore on peut jouer sur la phase continue, qui est une phase aqueuse, on peut jouer sur l'augmentation de sa viscosité, et ceci va permettre finalement d'améliorer la stabilité, puisqu'en fait les événements d'instabilité, ils apparaissent parce que la bulle d'air qui est ici et qui est ici cherche finalement à fusionner à la fin. C'est pourquoi ces agents, ils vont agir sur la stabilité des mousses, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça finalement. Et nous nous sommes intéressés sur les propriétés interfaciales. En effet, dans la littérature, certains étudient la propriété interfaciale OR, sur une unique interface OR. Il faut visualiser une unique interface OR plane. On est loin de notre système complexe qu'est les mousses et on peut utiliser la méthode de la goutte pendante.
Donc là, par exemple, c'est une solution de protéines ou une solution de tensioactif, peu importe. On va, à partir de la forme de la goutte, on en déduit la tension interfaciale et on peut faire osciller cette goutte. L'oscillation de cette goutte va nous donner une mesure de la viscoélasticité interfaciale. Et en fait, actuellement, il y a encore une réelle question au sujet du lien qu'il peut y avoir entre la mousse et cette propriété d'interface unique. Donc là, c'est une première question qu'on va discuter au sein de cette présentation. Maintenant, si je me réfère vraiment au cas particulier des protéines qui nous intéressent, vu que je travaille sur les mousses de protéines, les protéines, elles ont certaines spécificités à l'interface. Donc, quelqu'un en a déjà parlé, que quand on a des grosses molécules, finalement, quand elles s'absorbent à l'interface, elles vont s'absorber de façon irréversible. Et en plus, la particularité des protéines, c'est que ce sont comme des pelotes de laine et qu'à l'interface, elles peuvent se déployer et du coup, ça peut former ce qu'on appelle un film relativement cohésif et ça va générer une viscoélasticité interfaciale très élevée à basse fréquence. Et c'est pour ça que les protéines peuvent être des objets intéressants pour comprendre la physique des mousses, de par ces propriétés rhéologiques interfaciales à basse fréquence. Donc du coup, nous, finalement, c'est la même question qu'on pose, mais cette fois-ci pour des mousses de protéines qui sont des objets plus compliqués encore par rapport à ces aspects-là. Donc, l'autre complexité des mousses, finalement, c'est que ce sont des systèmes qui sont dynamiques. C'est-à-dire qu'on a des bulles d'air qui sont en permanence en mouvement et qui vont se réarranger. Donc, un des mécanismes s'appelle le T1. Donc, c'est un réarrangement topologique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un changement de bulle voisine. Donc, je m'explique. Ici, on a la bulle 2 qui est voisine de la bulle 3. D'accord ? Et à cause d'une perturbation locale, on va avoir ce nœud, donc un nœud entre les 4 bulles, et ce qui, de façon simultanée, va se produire, il va y avoir une séparation, donc il va y avoir l'élongation de ce film 2-3, et donc du coup maintenant les bulles voisines, ça va être les bulles 1 et 4, et non plus les bulles 2 et 3. Donc ça, c'est la définition d'un T1, et ce qu'il faut savoir, c'est que il existe et il se produit de façon assez souvent. Ça peut être lié à des mécanismes d'instabilité. Par exemple, le mûrissement peut être à l'origine de ces T1, ou encore lorsqu'on cherche à faire écouler la mousse dans une conduite. Par exemple, ici, on a une mousse qui s'écoule autour d'un objet, d'un obstacle, et il y a des T1 qui se produisent tout sur le pourtour, en fait. Donc voilà, c'était juste une illustration pour vous montrer que ces T1, mine de rien, on les retrouve pour diverses raisons variées. Pardon. Et nous, dans le cadre de notre étude, on s'est intéressé à un système, un 2D, qui nous permet d'étudier les T1. Donc là, vous voyez en noir, finalement, on a 4 bulles voisines, et en noir, quand on regarde sous format au-dessus, ça revient à la même chose en fait, sauf qu'on n'a pas des bulles, mais on a des films. On travaille sur 5 films et on va travailler sur le même mécanisme. Mais je vais y revenir juste après. C'était juste pour vous présenter l'appareillage. Donc, du coup, il y a une question supplémentaire qui sont quels sont les liens entre les mousses et cette dynamique de film que je vais vous présenter juste après. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une réelle question, même pour les objets comme les petits surfactants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette même question pour les protéines, puisqu'en fait, les protéines, elles ont des propriétés rhéologiques particulières. Et en fait, l'observation des T1 sur les protéines, ça n'a jamais été observé. Et dans le cas de ma thèse, nous les avons étudiées. Donc, si on fait le bilan sur la stratégie, donc moi, je vais vous parler en fait des différents niveaux. Donc, je vais vous parler des propriétés mécaniques des mousses, donc de la rhéologie. Je vais vous parler du mûrissement des mousses, de leur vieillissement, et quels sont les liens qu'il peut y avoir avec la dynamique des films et les liens avec les propriétés interfaciales. Donc, on va faire des zooms. L'objet des protéines qui nous ont intéressés, ce sont les protéines laitières. Et dans l'objectif d'étudier les corrélations qui existent entre ces différents niveaux, et on a cherché à obtenir un éventail de modifications en termes de propriétés interfaciales
Pour cela, on a utilisé un procédé d'étuvage de poudre. Donc, un procédé d'étuvage de poudre de protéines purifiées, la bêta-lactoglobuline. Donc, ça revient à appliquer un traitement thermique à de la poudre, une poudre qui a été conditionnée à une certaine activité de l'eau, à un certain pH, et on a appliqué un traitement thermique à des heures variées, donc soit 0 heure, soit 125 heures. Et donc après, cette poudre, elle a été remise en solution à 50 grammes litres. Et là, donc, par exemple, pour ces expérimentations-là, et celle-ci, on utilise du coup la solution de protéines. Et pour les mousses, on a incorporé de l'air pour la rhéologie des mousses. Donc voici un petit peu le protocole. Donc maintenant, je vais détailler d'abord l'approche pour chacune de ces méthodes, et après on parlera des corrélations. Donc par rapport à la rhéologie interfaciale, donc on regarde une unique interface plane par la méthode de la goutte pendante. Donc voici le genre de résultat qu'on peut observer. Donc on peut voir ici, c'est le module élastique interfacial. Ici, c'est le module visqueux interfacial en dilatationnel qu'on mesure. On mesure une cinétique en fonction du temps. Et donc, la première observation, c'est que les protéines, ce sont des systèmes qui sont en dehors d'un équilibre, puisqu'en fait, on n'a pas une seule élasticité interfaciale. Ça va dépendre du temps que l'on choisit finalement. Et ce qu'on observe, c'est que pour nos échantillons, on a des différences significatives et qu'il semblerait que ce soit les temps courts qui soient plus pertinents pour discriminer les échantillons. Parce qu'en fait, là, il y a une réelle question. Dans la littérature, ils ont tendance à étudier les propriétés interfaciales à l'issue de 30 minutes. Sauf que nous, par exemple, si on regarde aux environs de 25 minutes, on ne voit pas la différence entre la noire et la bleue, alors qu'en termes de cinétique, la différence est fondamentale. Donc maintenant, je continue sur la dynamique des films. Donc là, je vais creuser un petit peu ce que j'ai eu du mal à vous expliquer tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on a parlé de ces 4 bulles, sauf que dans ce système qui est à plat, c'est des films, donc des films de protéines. Et donc on a cette position où on a un nœud entre nos 5 films. Et on s'est intéressé sur l'élongation de ce nouveau film et sur cette vitesse d'élongation. Donc là, je vais vous présenter une vidéo sur les protéines vous allez comprendre. Donc en fait, nous, on a mesuré cette vitesse d'élongation du nouveau film. Il faut que vous vous rappeliez que cette situation-là, dans les mousses, elle est provoquée lorsqu'on a des perturbations à cause d'instabilité, à cause d'un écoulement, lorsqu'on induit une déformation quelconque. On a ce mécanisme-là. Et en fait, dans la vraie vie, de temps en temps, ce film, il va se rompre. Et lorsqu'il se rompt, finalement, ça va déstabiliser complètement la mousse. Donc c'est un enjeu de calculer la vitesse d'élongation et si elle rompt ou pas. Mais nous, on s'est intéressé uniquement à cette vitesse d'élongation. Donc voici les résultats qu'on a pu observer pour nos protéines purifiées. Donc on a extrait un temps caractéristique, le T90. Donc là, il est illustré, par exemple, comment on a fait pour la courbe violette. Et donc, on a finalement... donc oui, parce que là, on est sur la longueur du film normalisée en fonction du temps, donc sur cette vitesse d'élongation en rouge. Et donc, en fait, on a mis en évidence des différences significatives entre les échantillons. Et on a mis en évidence aussi, donc là je ne vous ai pas présenté les résultats, mais que ces durées de dynamique de film sont corrélées avec les propriétés interfaciales, et sont corrélées avec la rhéologie interfaciale à temps court. Donc en fait, c'est une méthode qui est un bon indicateur de la rhéologie interfaciale à temps court. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une méthode qui est extrêmement rapide à mettre en place, et là où des méthodes rhéologiques prennent plus de temps. Donc maintenant, si on en vient aux propriétés mécaniques, donc voilà un exemple de résultat pour nos protéines. Donc là, voilà ce qu'on a fait. On a étudié la valeur des modules viscoélastiques des mousses, donc des mousses comme celle-ci, fraîchement produites. On les a mis dans un rhéomètre et on a suivi ces modules viscoélastiques en fonction du pourcentage de déformation qu'on a appliqué. Donc du coup, on a extrait des données, donc les G' et G seconde 0, c'est-à-dire un pourcentage de déformation. Et puis on a regardé le yield strength, c'est-à-dire la déformation à la rupture. Et en fait, cette déformation à la rupture, c'est le moment où on passe de l'état
d'un comportement solide à un comportement où la mousse coule, en fait. Et donc, c'est-à-dire, c'est le moment où on a le G seconde, donc la mousse coule quand on a le G seconde qui domine par rapport au G'. Donc voilà le genre de résultats qu'on a pu observer. Donc on a répertorié les G', les G secondes pour nos différents échantillons. On a mesuré donc les yield strain. On a pu en déduire un yield stress grâce à cette relation. Donc le yield stress, c'est la contrainte à la rupture, donc la force qu'il est nécessaire d'appliquer à mon système pour que la mousse coule. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des différences significatives entre les échantillons. Donc on a aussi étudié le vieillissement de la mousse dans le temps par des méthodes rhéologiques. Donc ça, c'est un peu nouveau. Donc pourquoi ? Parce qu'on a suivi le G' en fonction du temps. Donc toujours le G' des mousses. Et en fait, ce G' dans la littérature, il va dépendre de la tension interfaciale, de la taille des bulles et de la fraction liquide de la mousse. Et dans ce que nous avons mis en place, enfin dans notre protocole, R, le rayon des bulles, il n'y a que lui qui va être une variable. C'est pourquoi on observe une zone linéaire en log-log. Et là, vous avez les différents coefficients. Et en fait, plus ce coefficient alpha il est faible, plus on a un mûrissement qui va être faible. Donc en fait, c'est une mesure. La rhéologie nous a permis d'accéder à une taille de bulle finalement en fonction du temps qui nous renseigne sur le mûrissement, là où finalement dans la littérature, pour étudier les mousses, ils vont plutôt caractériser la taille des bulles en fonction du temps, et nous c'est une mesure indirecte. Et c'est tout aussi intéressant parce qu'on a des valeurs qui collent avec la littérature. Donc maintenant je vais vous parler des corrélations pour finir. Donc voici les corrélations qu'on a pu observer. Donc là, je vous ai détaillé chacune des mesures, comment on a fait. Donc on a mis en évidence que plus on avait des propriétés, plus l'interface était élastique, plus on avait des durées de T1 qui étaient lents, et plus on avait des mousses viscoélastiques et avec des contraintes à la rupture élevées. Ça veut dire que le fait de contrôler l'interface, le fait d'avoir une interface qui est plus élastique, on va avoir finalement une rigidité des mousses qui va être plus élevée. Ah oui, et juste un petit détail, par contre pour la vitesse de mûrissement, c'est pas tout à fait ce qu'on pouvait s'attendre. On a une corrélation qui dit que plus on est élastique à l'interface, plus on a une vitesse de mûrissement qui est élevée, et là on ne s'attendait pas forcément à ça par rapport à la littérature. Hop. Donc maintenant pour conclure, donc finalement, la rhéologie interfaciale et la dynamique des films T1, ce sont des bons indicateurs des propriétés moussantes pour l'objet qu'on a étudié, pour la protéine, la bêta-lactobuline purifiée. Donc ce sont des bons indicateurs. En fait, lorsqu'on fait des mesures à l'interface, il semblerait qu'il soit plus intéressant d'étudier sur des temps courts, 250 secondes, donc 2-3 minutes, suffisent pour pouvoir se faire une idée du potentiel. Et donc là, on a travaillé sur une protéine purifiée, mais dans le cadre de ma thèse, on a également travaillé sur un WPI, sur un isolat de protéines sériques, et il s'avère que lorsqu'on utilise un système un peu plus compliqué, où on a des propriétés non négligeables de la phase continue, là, on n'a plus des aussi belles corrélations. Donc, je ne vous ai pas non plus parlé du détail sur les paramètres d'étuvage. Je ne vous ai pas dit comment l'étuvage joue sur la structure de la protéine, ni comment l'étuvage, est-ce que ça améliore ou pas les propriétés moussantes, parce que ce n'était pas l'objet de la présentation. Mais je vous invite à venir à ma thèse, ma soutenance de thèse qui aura lieu le 30 octobre, si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations. Voilà, sinon, je remercie les personnes qui ont contribué à ma thèse, au sein du STLO, au sein de l'IPR, et aussi avec notre collaboration au Pays de Galles, avec Simon Coates à Aberystwyth. Voilà, merci pour votre attention.